Une fois la retraite arrivée, j'ai enfin pu m'offrir ce refuge dont j'avais rêvé toute ma vie, une petite maison face à l'océan. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était mon fils. La belle famille arrive pour s'installer là-bas. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à partir. Je suis restée silencieuse, avalant ma salive, mais à leur arrivée, une surprise de taille les attendait. Une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Il m'aura fallu 67 ans pour comprendre que le paradis ne s'hérite pas. Il se bâtit à la sueur de son front, avec des mains abîmées par le labeur et un dos courbé par l'effort. Lorsque j'ai enfin tenu entre mes doigts les clés de cette maison sur la côte basque, sentant le métal tiédi par le soleil couchant, j'ai cru avoir atteint la ligne d'arrivée. Quelle erreur monumentale! Je m'appelle Madeleine, et voici l'histoire de la façon dont mon propre fils a tenté de m'arracher la seule chose que j'avais construite sans son aide. 40 ans, vous m'entendez? 40 années passées à récurer les sols des autres pour pouvoir payer le mien. 40 ans à frotter des salles de bain empestant les produits chimiques bon marché, mes genoux craquant comme du vieux bois sec. 40 ans à faire des retouches de couture jusqu'à 3 heures du matin. Les yeux brûlants de fatigue et les doigts meurtris, car les aiguilles ne pardonnent pas l'épuisement. Et les week-ends, je vendais des galettes et des quiches sur le marché local, sous un soleil de plomb ou une pluie battante, face à des clients qui négociaient pour quelques centimes. Toute cette souffrance, accumulée comme des cicatrices invisibles, c'était pour Julien, mon fils unique. L'enfant que j'ai élevé seul depuis ses 4 ans, après que Pierre, mon mari, a perdu la vie dans cet accident de chantier. Une poutre mal fixée, 3 secondes qui ont fait de moi une veuve à 45 ans, sans pension, sans économie, avec juste un petit garçon qui demandait chaque soir quand papa rentrerait. Je lui ai menti pendant des mois. Je lui disais que papa travaillait loin, qu'il construisait des maisons pour d'autres familles, jusqu'au jour où il m'a regardé avec ses yeux noisettes hérités de son père et m'a dit « Maman, je sais que papa est au ciel, mais toi, tu ne vas pas partir, promis ?» Je l'ai serré contre moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Cette nuit-là, j'ai juré que Julien ne connaîtrait jamais le manque et j'ai tenu parole. J'ai travaillé comme une forcenée, debout, chaque matin à 4 heures. Je lui préparais son déjeuner avec les meilleurs produits que je pouvais m'offrir. Je l'emmenais à l'école, quitte à marcher 40 minutes sous l'averse. Ensuite, je courais nettoyer 3 maisons avant midi. Je revenais pour l'aider avec ses devoirs, même si je comprenais à peine les mathématiques qu'on lui enseignait. La nuit, quand il dormait, je sortais ma vieille machine à coudre et je travaillais jusqu'à ce que mes paupières tombent de fatigue. Julien a fait des études, il est devenu ingénieur, a décroché un poste dans une grande entreprise à Paris et a épousé Chloé, une femme issue d'une famille bourgeoise qui m'a toujours regardée comme si j'avais de la boue sur mes chaussures. Et moi, je souriais, pensant que mon fils avait trouvé la vie que je n'avais jamais pu lui offrir. Pendant tout ce temps, je continuais d'économiser, euro après euro. Je cachais l'argent dans une vieille boîte à biscuits en métal dissimulée au fond d'un placard, car je me méfiais des banques. Pendant 30 ans, cette boîte s'est remplie, parfois de 10 euros, parfois, les jours de chance, de 50. Et je rêvais. Je rêvais d'une petite maison avec de grandes fenêtres, d'où je pourrais voir cet océan que je ne connaissais qu'en photo. À mes 65 ans, quand j'ai enfin pris ma retraite de la dernière maison où je travaillais, j'ai compté l'argent. 350 000 euros. Mes mains tremblaient en empilant les billets, fruit de ma liberté gagnée à la sueur de mon front. J'ai cherché pendant des mois avant de la trouver. Une petite maison à rénover près de Biarritz, avec une terrasse en bois donnant directement sur la plage. Elle coûtait 400 000 euros. Il me manquait 50 000 euros. C'est là que Julien m'a proposé son aide. « Maman, Chloé a des économies. On peut te prêter ce qu'il te manque. Sans intérêt, sans pression. C'est le moins qu'on puisse faire après tout ce que tu as fait pour moi. » J'ai accepté. J'ai signé des papiers que j'ai à peine lus, parce que je faisais confiance à mon fils, parce qu'une mère fait toujours confiance. Le jour où je suis entrée dans ma maison, j'ai pleuré comme je ne l'avais plus fait depuis l'enterrement de Pierre. J'ai ouvert les fenêtres et l'odeur de l'iode est entrée comme une bénédiction. Je me suis tenue sur la terrasse, pieds nus sur le bois chaud, regardant l'Atlantique s'étendre à l'infini. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. J'ai pensé « Madeleine, tu as réussi.
tu peux enfin te reposer. J'ai déballé mes affaires lentement, comme on dispose des trésors. Mon plaid tricoté main, les photos de Pierre et Julien dans des cadres simples mais propres, ma vieille radio qui captait encore les stations de jazz. J'ai accroché dans la cuisine le tablier fleuri qu'une de mes anciennes patronnes m'avait offert. J'ai installé dans le salon le fauteuil à bascule que j'avais chiné en brocante et restauré moi-même avec de la colle et des clous. Pendant 3 jours, j'ai vécu au paradis. Je me levais avec le soleil, buvais mon café filtre sur la terrasse, marchais sur la plage en ramassant des galets. L'après-midi, je lisais des romans d'occasion et cuisinais ce qui me faisait envie sans avoir à me presser. La nuit, je m'endormais bercé par le murmure des vagues, sans réveil. Mais au 4e jour, le téléphone a sonné. C'était Julien. Sa voix était différente, froide, distante, comme s'il parlait à une employée de maison, pas à sa mère. Les mots qui sont sortis de sa bouche ont pulvérisé mon paradis en moins de 2 minutes. Cette partie, elle me fait encore mal rien que d'y penser. J'ai besoin de reprendre mon souffle avant de vous la raconter. Si vous voulez savoir ce que mon fils m'a dit ce jour-là, ces mots capables de briser le cœur d'une mère qui a tout sacrifié, restez avec moi, car ce n'est que le début d'un cauchemar que je n'aurais jamais imaginé vivre entre mes propres murs. Et je vous promets une chose, cette histoire ne finit pas avec une mère vaincue, mais avec une leçon que ni mon fils ni sa belle famille n'oublieront jamais. Si ce récit vous touche l'âme, abonnez-vous pour découvrir d'autres confessions réelles de femmes qui ont refusé de se taire, car ici, les mères apprennent aussi à rugir. Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes sans m'interrompre. Ce furent les premiers mots de Julien. Pas de bonjour, pas de « tu t'es bien installé ?» Juste un ordre déguisé. Et moi, comme toujours, j'ai obéi. Je me suis assise dans mon fauteuil à bascule, le téléphone pressé contre l'oreille, sentant la brise marine, qui me semblait être une caresse, devenir soudainement des lames de glace. Chloé traverse une période très difficile, a poursuivi mon fils avec ce ton professionnel qu'il utilisait pour ses réunions. Son activité sur les réseaux sociaux l'épuise. Les partenariats, les tournages, les collaborations, elle est au bord du burn-out. Son médecin lui a recommandé de s'éloigner de Paris, de trouver un endroit calme pour récupérer. Il a marqué une pause. J'attendais, sentant mon estomac se nouer. Eh bien, on a pensé que ta maison serait parfaite. Elle est grande, face à la mer, il y a cet air thérapeutique dont Chloé a besoin. Elle viendra avec sa mère, Antoinette, et ses sœurs, Léa et Manon. Juste pour quelques mois, maman, le temps qu'elle se rétablisse. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les traiter. Mais Julien, je viens juste d'emménager. C'est ma maison, mon espace pour me reposer après toute une vie de travail. Et puis, il n'y a que 3 chambres et... Sa voix s'est durcie comme du ciment. Je ne te demande pas ta permission, je t'informe. Chloé a besoin de cet espace et tu as des chambres en trop. Antoinette prendra la chambre principale, elle est plus âgée et a besoin de confort. Léa et Manon peuvent te partager la 2e chambre. Chloé prendra la 3e. Et moi ? J'ai attendu. Le silence s'étirait comme un élastique sur le point de rompre. Toi, tu peux utiliser la petite pièce du rez-de-chaussée, l'ancien débarras. C'est petit, mais suffisant. Après tout, tu n'as pas besoin de grand-chose. J'ai eu l'impression qu'on me maintenait la tête sous l'eau. Mes poumons cherchaient un air qui ne venait pas. Le débarras. Dans ma propre maison. Maman, ne sois pas dramatique. C'est temporaire. Et puis, sa voix a baissé, mais chaque mot m'a frappé clairement comme une sentence. Qui t'a prêté les 50 000 € qui te manquaient pour acheter la maison ? Chloé, sur ses propres économies. De l'argent gagné avec son travail, son effort. Donc, techniquement, elle a un certain droit sur cette propriété. Ou tu pensais que c'était de l'argent cadeau ? Le monde a vacillé sous mes pieds. Mais mon fils, tu as dit que c'était un prêt sans intérêt, sans pression. Et ça l'est, mais c'est aussi une faveur qui mérite réciprocité. Chloé t'a aidé quand tu en avais besoin. Maintenant, c'est elle qui a besoin d'aide. C'est juste, non ? J'ai essayé de parler, mais ma gorge était fermée. J'ai tenté de trouver des arguments, mais ma tête tournait. En 40 ans, à élever seul cet homme, jamais il ne m'avait parlé ainsi. Jamais il ne m'avait traité comme un obstacle, comme un vieux meuble qu'on peut déplacer selon sa convenance. « Maman, tu es là ?»« Oui » ai-je chuchoté. « Bien,
Elles arrivent samedi après-midi. Chloé a déjà loué une camionnette pour apporter des affaires. Assure-toi que les chambres soient propres et prêtes. Et s'il te plaît, pas de drame, c'est déjà décidé. Mais Julien... Maman, j'ai un autre appel, on se parle plus tard. Il a raccroché. Je suis restée là, assise avec le téléphone mort dans la main, regardant la mer qui semblait maintenant se moquer de moi. Les vagues continuaient de se briser sur le rivage, indifférentes à ma douleur. Le soleil continuait de briller comme si rien n'avait changé, mais en moi, quelque chose s'était brisé, quelque chose dont j'ignorais si cela pourrait être réparé. 50 000 € de Chloé, son argent, son effort. La femme que j'avais rencontrée au mariage de mon fils portait un sac à main qui coûtait plus de 6 mois de mon salaire à nettoyer des maisons. La femme qui n'avait jamais travaillé un jour dans une usine, qui n'avait jamais senti la douleur des mains gercées par l'eau de Javel, qui n'avait jamais connu la vraie faim. Cette femme m'avait aidé avec ses économies. Quelque chose ne collait pas, mais ma tête était trop étourdie pour penser clairement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée sur la terrasse à regarder les étoiles, serrée contre moi-même, sentant le froid de l'aube me pénétrer jusqu'aux os. Et pour la première fois en des années, je me suis autorisée à ressentir de la colère, pas de la tristesse, pas de la résignation, de la rage pure, brûlante, qui me brûlait la poitrine comme un charbon ardent. Je me suis levée au lever du soleil avec les yeux gonflés et une décision prise. Je n'allais pas me battre tout de suite, non, parce que quelque chose dans le ton de mon fils, quelque chose dans l'assurance avec laquelle il réclamait des droits sur ma maison, me disait qu'il y avait plus, beaucoup plus que je ne savais pas, et je devais le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Je suis allée dans ma petite remise où je gardais les cartons de vieux documents, des papiers jaunis, des reçus de paiement, des photographies, et parmi tout ce désordre de souvenirs, j'ai cherché quelque chose de spécifique, quelque chose que j'avais rangé sans trop d'attention il y a 2 ans, mais qui soudain semblait important. L'enveloppe Kraft avec les documents du prêt. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. J'ai lu chaque mot, chaque clause, chaque petit caractère que j'avais signé sans lire parce que je faisais confiance à mon fils. Et là se trouvait la signature de Chloé comme prêteuse. Le montant, 50 000 €. La date, avril 2023. Mais il y avait autre chose, un autre papier plié dans l'enveloppe, une copie d'un document que je ne me souvenais pas avoir vu auparavant. Je l'ai déplié avec précaution, comme on ouvre une lettre piégée. Et ce que j'y ai lu m'a glacé le sang plus que n'importe quel appel téléphonique, parce que ce papier révélait une vérité que mon fils avait cachée pendant 2 ans. Une vérité sur de l'argent qui n'aurait jamais dû appartenir à Chloé. Une vérité qui changeait absolument tout. Mais avant de vous raconter ce que disait ce document, vous devez comprendre quelque chose. À ce moment-là, j'ai décidé que s'ils allaient jouer sale, j'apprendrais les règles. Et quand une mère qui a tout perdu décide de se défendre, il n'y a pas de force plus dangereuse dans ce monde. Quel secret gardait ce papier? Quel lit avait construite mon fils? Restez, car ce qui vient va vous faire comprendre pourquoi mon sang a bouilli d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le papier tremblait dans mes mains, non pas à cause du vent qui entrait par la fenêtre de la remise, mais parce que mes doigts ne pouvaient rester immobiles. Ce que j'avais sous les yeux était une photocopie d'un chèque, un énorme chèque certifié émis par une compagnie d'assurance appelée Protection Avenir. Montant, 850 000 €. Bénéficiaire, Julien Duval. Concept, assurance vie de Pierre Duval. Date, mars 2023. Mon souffle s'est coupé. J'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les chiffres ne changeaient pas, les lettres ne bougeaient pas. C'était réel. Mon mari Pierre, mort il y a plus de 20 ans dans ce maudit accident de construction, avait laissé une assurance vie. Une assurance dont je n'avais jamais su l'existence, que personne ne m'avait jamais mentionnée, qui avait disparu dans le silence pendant que je frottais des sols et cousais des vêtements jusqu'à en saigner des doigts pour entretenir mon fils. 850 000 €. Je me suis assise sur le sol en béton froid de la remise parce que mes jambes ne me soutenaient plus. La photocopie est tombée sur mes genoux et je suis restée là à regarder le mur fissuré, essayant de traiter ce que cela signifiait. Je me suis souvenue de ce jour terrible où Pierre est mort. J'avais 45 ans tout juste révolus. Julien était à peine en CM1.
Le corps de mon mari est arrivé à l'hôpital déjà sans vie, écrasé par ce bloc de béton qui s'était détaché d'une grue mal manœuvrée. L'entreprise de construction a envoyé un représentant légal qui m'a fait signer des papiers alors que j'avais encore les yeux gonflés d'avoir pleuré. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de compensation parce que Pierre travaillait de manière informelle ce jour-là, que légalement il n'existait aucun lien de travail générant des responsabilités. Des mensonges. Tout n'était que mensonge. Mais j'étais une femme ignorante, effrayée, qui venait de perdre son mari, avec un enfant à nourrir et aucune idée de comment fonctionnaient les assurances ou les lois. J'ai signé ce qu'ils m'ont mis devant et je suis rentrée chez moi les mains vides et le cœur brisé. Ce que je ne savais pas alors, ce que j'ai découvert en lisant au dos de cette photocopie où il y avait des annotations avec une écriture d'avocat, c'est que Pierre avait bien une assurance privée qu'il avait contractée des années auparavant quand il travaillait de manière stable dans une autre entreprise. La police n'avait jamais été annulée et à sa mort, l'argent devait être libéré pour ses bénéficiaires. J'étais la bénéficiaire principale. Julien, ayant à peine 9 ans à ce moment-là, était enregistré comme bénéficiaire secondaire. Mais selon les annotations sur ce papier, quelqu'un, et je n'avais pas besoin d'être détective pour savoir qui, avait présenté des documents alléguant que j'avais renoncé au droit de l'assurance, que j'avais soi-disant signé une cession de droit en faveur de mon fils mineur, confiant qu'il utiliserait cet argent pour son éducation et son bien-être. Cette signature qui apparaissait scannée dans un coin du document n'était pas la mienne. Elle y ressemblait. Les traits tentaient d'imiter ma façon d'écrire, mais je connais ma propre signature. Je l'ai répétée des milliers de fois sur des reçus, des contrats de travail, des papiers scolaires. Et celle qui était là, avec mon nom complet, Madeleine Duval née Caron, n'était pas sortie de ma main. Quelqu'un avait falsifié ma signature. Et Julien, à peine âgé de 22 ans quand il a finalement encaissé l'assurance, avait gardé 850 000 € qui m'appartenaient légalement. Je me suis relevée du sol, sentant que chaque os de mon corps pesait comme du plomb. J'ai marché vers la maison comme un automate, le papier serré contre ma poitrine. Je suis entrée dans la cuisine, j'ai mis de l'eau à bouillir pour un thé que je n'allais pas boire, et je me suis assise à la table où j'avais mangé seule pendant 3 jours, croyant que je me reposais enfin. 850 000 €. Avec cet argent, je n'aurais pas eu à travailler jusqu'à 65 ans. Je n'aurais pas détruit mes genoux en montant et descendant des escaliers avec des seaux d'eau. Je n'aurais pas eu de cataracte précoce à force de coudre avec si peu de lumière pour économiser l'électricité. Je n'aurais pas vécu de haricots et de tortillas pendant des années, pendant que Julien étudiait dans une université privée payée avec mon argent. Maintenant je le comprenais, mangeant au restaurant et portant des vêtements de marque. Et les 50 000 € que Chloé m'avait prêtés. Maintenant tout prenait sens. Ce n'était pas son argent, c'était mon argent. De l'argent que Julien me rendait au compte-gouttes, me faisant croire que c'était une faveur, que je lui devais de la gratitude, que lui et sa femme étaient mes sauveurs généreux. Il m'a volé. Mon propre fils m'a volé pendant plus de 20 ans, et maintenant il venait me prendre la seule chose que j'avais réussi à acheter de mes propres mains. L'eau a bouilli et a débordé sur la cuisinière. Le sifflement m'a sorti de ma transe. J'ai éteint le feu et je suis restée là, debout, regardant la vapeur monter comme des fantômes, sentant quelque chose de nouveau grandir en moi. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était quelque chose de plus froid, de plus calculé, de plus dangereux. C'était de la détermination. J'ai pris mon vieux téléphone portable, celui avec de grosses touches pour personnes âgées, et j'ai composé le seul numéro que je savais pouvoir m'aider, le numéro de Solange, ma cousine issue de Germain, qui travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats à Bordeaux. Elle m'avait toujours dit « Madeleine, si un jour tu as besoin d'aide juridique, je connais des gens bien. » Ce jour était arrivé. Solange a répondu à la 3e sonnerie. « Madeleine, quel miracle, cousine, comment vas-tu » Solange. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. J'ai besoin d'un avocat, un bon, de ceux qui ne se laissent pas intimider. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a volé. Et le voleur est en route pour continuer à me voler. Dis-moi tout. Et je lui ai tout dit. Chaque mot, chaque détail, chaque papier que j'avais devant moi. Solange a écouté sans m'interrompre et quand j'ai terminé, sa voix a sonné différemment. Elle a sonné comme de l'acier trempé.
Cousine, c'est de la fraude, faux et usage de faux, appropriation illicite d'une assurance. Ce n'est pas seulement attaquable au civil, c'est un délit pénal. Tu es sûr de vouloir ouvrir cette boîte? J'ai regardé par la fenêtre vers la mer. La mer qui m'avait coûté 40 ans de douleur à atteindre. La mer que mon fils voulait m'arracher comme si je n'étais rien de plus qu'un obstacle. Je suis sûre. Bien, j'arrive demain matin avec Maître Valérie. C'est la meilleure avocate spécialiste des fraudes familiales que je connaisse. Et crois-moi, Madeleine, quand elle termine un dossier, il ne reste plus pierre sur pierre. J'ai raccroché et je suis restée à regarder ce document une dernière fois avant de le ranger en lieu sûr, car maintenant je comprenais quelque chose. Mon fils ne m'avait pas appelé pour m'informer, il m'avait appelé pour me soumettre, pour me rappeler que je lui devais tout, pour me faire sentir que sans lui, sans sa générosité, je n'étais rien. Mais il s'est trompé, car une mère qui t'a élevé seule, qui t'a donné chaque euro gagné avec sang et sueur, qui a sacrifié sa propre vie pour que tu en aies une meilleure, cette mère peut aussi apprendre à se défendre quand on la pousse contre le mur. Et samedi, quand Chloé et sa famille de vipères parfumées arriveraient, je serais prête. Pas avec des cris, pas avec des supplications, avec quelque chose de beaucoup plus puissant, la vérité et la loi de mon côté. Mais avant que ce jour n'arrive, quelque chose d'autre allait se passer, quelque chose qui me montrerait exactement à quel genre de personne j'avais affaire. Et croyez-moi, ce que j'ai vu m'a ôté jusqu'à la dernière goutte de doute que j'étais en train de faire ce qu'il fallait. Le samedi s'est levé nuageux. Le ciel gris sur la mer semblait présager une tempête, mais ce n'était pas le climat qui me retournait l'estomac. C'était de savoir que dans quelques heures, mon sanctuaire de 3 jours allait se transformer en champ de bataille. Solange et Maître Valérie étaient devenus le vendredi. Valérie s'est avérée être une femme de 72 ans, mince comme un roseau, avec des yeux de faucon, derrière des lunettes à monture épaisse et une façon de parler qui ne laissait pas de place au doute. Elle a révisé chaque document que j'avais, pris des photos, passé des appels, et finalement m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Duval, votre fils a commis un délit grave. Je peux initier des actions légales immédiatement, mais cela alerterait tout le monde. Que préférez-vous, attaque directe ou stratégie silencieuse? Silencieuse, ai-je répondu sans hésiter. Je veux qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils croient qu'ils peuvent continuer à me piétiner, et quand ils seront complètement confiants, là je les veux. Un mince sourire est apparu sur les lèvres de l'avocate. J'aime votre façon de penser. Alors, voici ce que nous allons faire. Et elle m'a expliqué le plan, un plan qui demandait de la patience, de la documentation et surtout de garder la bouche fermée pendant que nous réunissions des preuves. Valérie resterait dans le coin, se faisant passer pour une voisine, une retraitée de plus profitant de la plage. Personne ne soupçonnerait une dame âgée prenant le soleil avec un chapeau de paille. À 15 heures, j'ai entendu le bruit de pneus sur le gravier du chemin. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un énorme SUV noir rutilant de ceux qui coûtent plus de 100 000 €. 4 femmes sont descendues comme si elles descendaient d'un jet privé. Chloé est sortie la première. 32 ans, grande, mince comme un mannequin de défilé, avec les cheveux châtain clair parfaitement lissés, tombant sur un haut blanc en lin et un pantalon palazzo beige. Des lunettes de soleil géantes couvraient la moitié de son visage. Même depuis ma fenêtre, je pouvais voir le brillant de ses boucles d'oreilles en or. Elle portait un sac de luxe au bras, comme si c'était un trophée. Derrière elle venait Antoinette, sa mère, une femme de 60 ans qui semblait avoir combattu chaque ride de son visage à coups de crème coûteuse, cheveux teints en blond platine, lèvres peintes en rose intense, vêtue d'un ensemble de sport de marque qui n'avait probablement jamais vu une salle de sport. Elle avait cette expression permanente de quelqu'un qui sent quelque chose de désagréable. Les sœurs de Chloé, Léa et Manon, étaient des versions plus jeunes du même moule. Léa, 28 ans, portait un crop top qui montrait son nombril et un short si court qu'il couvrait à peine le nécessaire. Manon, 25 ans, portait une combinaison couleur corail et des talons qui s'enfonçaient dans le sable du chemin à chaque pas. Et parmi elles toutes, sautant et aboyant, venait un golden retriever aux poils parfaitement brossés, avec un collier qui avait des incrustations qui brillaient au soleil. Même le chien semblait plus cher que toute ma garde-robe réunie. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. J'ai maintenu mon expression neutre, presque soumise, le rôle que je devais jouer. « Madame Duval,
a dit Chloé sans même enlever ses lunettes. Elle ne m'a pas salué d'une bise, ne m'a pas demandé comment j'allais, elle a juste regardé vers l'intérieur de la maison, comme quelqu'un qui évalue une propriété à louer. Nous sommes arrivés un peu plus tôt que prévu. La circulation a été meilleure que prévu. « Entrez », ai-je dit en m'écartant. Elles sont entrées comme une rafale de vent parfumé, un parfum cher, de ceux qui sentent le synthétique et l'écœurant. Le chien est entré le premier en reniflant tout, laissant des traces de sable sur le sol que j'avais lavé ce matin-là. « Prince, viens ici », a appelé Chloé sans grande conviction. Le chien l'a ignoré et a continué d'explorer. Antoinette a enlevé ses propres lunettes de soleil et a scanné le salon avec une expression de profond dégoût. Elle a touché le dossier de mon fauteuil, celui que j'avais tapissé moi-même avec du tissu acheté au marché, et a froncé le nez. « C'est le meuble principal ?» Sa voix était aiguë, agaçante, comme un ongle rayant un tableau. « Chloé, mon amour, nous allons définitivement avoir besoin d'apporter les nôtres. Ça ressemble à un dépôt-vente. » J'ai senti la rage monter dans ma gorge comme de la bile, mais je l'ai avalée. J'ai souri. C'est ce que j'ai pu acheter avec mon budget. « Bien sûr, a dit Antoinette avec une fausse compassion tout en continuant de marcher. « Nous n'avons pas toutes eu les mêmes opportunités dans la vie, n'est-ce pas? Il faut se contenter de ce qu'on peut. » Léa montait déjà les escaliers sans demander. « Maman, viens voir les chambres. J'ai besoin de celle qui a la meilleure lumière pour mes vidéos TikTok. » Manon l'a suivie, ses talons frappant chaque marche comme des coups de marteau. Le chien est monté derrière, en aboyant excité. Je suis restée en bas avec Chloé et Antoinette. Chloé a finalement enlevé ses lunettes et m'a regardée avec ses yeux couleur miel que mon fils insistait être les plus beaux qu'il ait vus. À moi, ils me semblaient seulement froids comme ceux d'un serpent. « Madame, Julien m'a demandé de vous remercier de nous recevoir. Je sais que c'est soudain, mais j'ai vraiment besoin de ce repos. » Elle a touché ses tempes avec un geste dramatique. Les marques, les collaborations, les événements, tout me met au bord du burn-out. Mon thérapeute dit que j'ai besoin de déconnecter ou je vais finir hospitalisée. Hospitalisée. Cette femme qui n'avait jamais travaillé un jour réel de sa vie, qui gagnait de l'argent en posant avec des produits sur Instagram, qui se plaignait de stress, pendant que j'avais passé 40 ans à détruire mon corps pour survivre. Cette femme me parlait de burn-out. « J'espère que tu trouveras la paix dont tu as besoin, » ai-je dit avec la voix la plus douce que j'ai pu fabriquer. « Je l'espère. » Elle s'est retournée et a commencé à marcher vers la cuisine. Elle a ouvert le réfrigérateur sans demander la permission. « Nous allons devoir remplir ceci avec de la nourriture bio. Je ne mange que des produits de ferme locale, rien de transformé. » Elle a fermé la porte avec mépris. « Et je suppose qu'il n'y a pas de service de ménage ici, n'est-ce pas? » « Non. »« Bon, nous devrons nous arranger alors. » Elle m'a regardé de haut en bas, comme mesurant mon utilité. « Vous avez été dans le service domestique toute votre vie, non? Donc ça ne vous dérangera sûrement pas de nous aider avec les tâches de base? Cuisiner, laver, faire les lits, rien de sorcier ?» Chaque mot était un clou s'enfonçant dans ma dignité. Mais j'ai juste hoché la tête. Je verrai ce que je peux faire. D'en haut sont arrivés des cris. « Cette chambre est la mienne. » « Non, je l'ai vue en premier. »« Maman, dis à Manon que celle-ci a une meilleure vue. » Antoinette a soupiré exagérément. « J'arrive, mes amours. » Elle a monté les escaliers d'un pas lourd. Elles m'ont laissée seule dans ma propre cuisine. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que le camion de déménagement arrivait à peine. 2 hommes ont commencé à descendre des cartons, des valises, des meubles, un canapé blanc en cuir, des lampes modernes en métal, d'énormes tableaux abstraits, des télévisions à écran plat. Elles ne venaient pas pour quelques mois, elles venaient pour rester. J'ai passé le reste de l'après-midi à voir comment elles transformaient ma maison. Elles ont déplacé mes meubles dans la remise comme s'ils étaient des ordures. Elles ont accroché leurs tableaux sur les murs où j'avais mis les photos de Pierre. Elles ont mis leurs draps en coton égyptien sur les lits où j'avais prévu de dormir quand j'aurais des visites. Elles ont rempli le réfrigérateur avec leurs yaourts importés, leurs jus verts, leur fromage qui coûtait une fortune le morceau, et j'ai porté mes quelques affaires dans le débarras, un espace de 3 par 3 mètres au fond de la maison, avec une fenêtre qui ne fermait pas bien et d'où je pouvais entendre chaque rire, chaque commentaire cruel, chaque mot qui me rappelait que dans ma propre maison, j'étais maintenant moins qu'une invitée. J'étais la bonne. Cette nuit-là,
Pendant qu'elles dînaient des sushis qu'elles avaient commandés en livraison, assises dans mon salon comme des reines sur un trône étranger, j'ai mangé de la soupe froide dans le débarras. Le chien Prince grattait ma porte voulant entrer. De l'autre côté, j'ai entendu Antoinette crier « Prince, viens ici, ne traîne pas avec cette vieille, tu vas attraper des puces !» Je les ai entendus rire. J'ai fermé les yeux et serré les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Mais je n'ai pas pleuré, parce que dans ma poche arrière, je portais le numéro de Valérie, et dans ma tête, je commençais déjà à compter chaque insulte, chaque humiliation, chaque preuve dont l'avocate avait besoin pour les enterrer. Et quand le moment arriverait, quand j'aurais tout documenté, quand le piège serait parfaitement tendu, là j'allais leur montrer qui était Madeleine Duval. Mais ce qui est venu après a été pire, bien pire, parce que ces femmes ne voulaient là pas seulement ma maison, elles voulaient détruire chaque morceau de dignité qui me restait, et, croyez-moi, elles ont essayé de toute leur force. Les premiers jours ont été comme marcher sur du verre brisé, pieds nus. Chaque matin, je me levais avant l'aube dans cette pièce qui sentait l'humidité. Je m'habillais avec la même chose que toujours, mes pantalons en coton usé et mes blouses de marché, et je sortais sur la pointe des pieds pour ne réveiller personne. Je préparais du café dans ma propre cuisine, me sentant comme une voleuse. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'Antoinette n'établisse ses règles. C'était mardi matin. J'étais en train de préparer des œufs pour mon petit déjeuner quand elle est apparue dans la cuisine avec un peignoir en satin rose qui coûtait probablement plus que mon premier mois de loyer quand je suis devenue veuve. Elle m'a regardée avec ses yeux mi-clos, m'évaluant comme quelqu'un qui découvre un cafard dans sa maison. « Bonjour », ai-je dit en essayant de paraître aimable. Elle n'a pas répondu au salut. Elle a juste ouvert le réfrigérateur, sorti une bouteille d'eau minérale importée et l'a posée sur le comptoir avec un coup sec. « À partir d'aujourd'hui, Madame Duval, je vais vous demander une faveur. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre déguisé. Les filles et moi déjeunons à 9h pile. Rien de lourd, s'il vous plaît. Chloé prend un smoothie vert avec épinards, gingembre, ananas et protéines végétales. Moi, je préfère des blancs d'œufs brouillés avec de l'avocat, du pain grillé complet, sans beurre, juste de l'huile d'olive et des fruits coupés. Léa veut du yaourt grec avec du granola maison, celui qu'on fait avec de l'avoine, des amandes et du miel bio. Et Manon déjeune léger, juste de la papaye avec du citron et du thé vert japonais. Je suis restée à la regarder avec la spatule à la main, traitant la liste comme si elle m'avait parlé dans une autre langue. « Granola maison ?» ai-je demandé. « Oui, maison. Vous pouvez sûrement trouver la recette sur Internet. » Elle m'a regardé de haut en bas. « Vous avez travaillé dans des maisons? Non? Je suppose que vous savez cuisiner de tout. Je sais cuisiner de la nourriture normale, des ragoûts, des soupes, des plats mijotés. Eh bien, vous allez devoir apprendre la cuisine saine. » Antoinette a pris son eau et s'est retournée. Avant de sortir de la cuisine, elle a ajouté sans se retourner « Ah, et le petit déjeuner, vous le servez sur la terrasse, avec la table joliment mise. Utilisez des nappes, des serviettes en tissu, ces choses-là. Nous voulons manger avec vue sur la mer, pas dans cette cuisine qui sent l'huile brûlée. » Elle est partie en me laissant avec mes œufs, à moitié cuits, et une rage qui me montait dans la poitrine comme de la lave. Mais j'ai obéi parce que ce n'était pas encore le moment. J'ai cherché des recettes sur le vieux téléphone portable que Solange m'avait prêté. Je suis allée à pied au supermarché qui était à 20 minutes sous le soleil brûlant. J'ai dépensé une fortune de mon argent en ingrédients que je n'avais jamais achetés de ma vie. Épinards bio, protéines en poudre, miel d'abeille artisanal, avocat, amandes. Je suis revenue avec les sacs lourds me coupant la circulation des doigts, suant comme si j'avais couru un marathon. Sur la terrasse, Chloé était en train d'enregistrer une vidéo pour ses réseaux sociaux, posant avec un chapeau de paille géant et un bikini blanc, parlant à son téléphone avec une voix mielleuse. Et me voici, mes amours, dans mon refuge de paix au bord de la mer, déconnectant de tout le chaos de la ville pour me reconnecter avec mon essence, son refuge. Ma maison s'était transformée en son refuge devant des centaines de milliers de followers qui lui donnaient des likes et des commentaires baveux. J'ai eu envie de lui jeter le smoothie vert sur la tête, mais j'ai continué de marcher. J'ai passé toute la matinée dans cette cuisine qui, selon Antoinette, sentait mauvais, préparant ce maudit petit déjeuner comme si j'étais dans un restaurant de luxe. J'ai mixé, coupé, grillé, battu. À 9h pile, j'avais tout prêt sur la terrasse.
Des nappes que j'avais sorties du fond de ma valise, des assiettes que j'avais achetées dans une brocante mais que j'avais nettoyées jusqu'à ce qu'elles brillent, des serviettes en tissu que j'avais brodées moi-même il y a des années. Les 4 sont arrivées comme si elles étaient les maîtresses de l'univers. Elles se sont assises sans remercier, sans reconnaître le travail, sans même me regarder dans les yeux. Antoinette a goûté les blancs d'œufs et a froncé le nez. Ils sont secs. Désolée. Et l'avocat n'est pas à point, il est trop mûr. Léa a remué son yaourt avec réticence. Ce granola n'a pas le goût de celui que j'achète au magasin bio. C'est ma première fois que j'en fais. Ça se voit. Chloé n'a même pas goûté le smoothie, elle l'a remué avec la paille, l'a senti et l'a poussé sur le côté. Je crois que tu as mis trop de gingembre. Ça va me peser sur l'estomac. Manon était la seule qui mangeait en silence, mais de temps en temps, elle regardait son téléphone et riait de quelque chose qu'elle voyait sur l'écran, complètement étrangère à tout. Je suis restée plantée là comme une statue, attendant je ne sais quoi. Un mot aimable, un merci, quelque chose qui reconnaisse que je n'étais pas un robot de service, mais un être humain. Rien n'est venu. « Vous pouvez débarrasser les assiettes », a dit Antoinette en agitant la main comme quelqu'un qui chasse une mouche. Ainsi ont passé les jours. Je cuisinais, nettoyais, lavais leurs vêtements avec mes mains parce qu'elles se plaignaient que la machine à laver abîmait les tissus délicats. J'étendais leurs draps de soie au soleil, ramassais les poils de prince que le maudit chien laissait partout dans la maison, lavais leurs traces de sable, sortais leurs sacs poubelles pleins d'emballages de produits chers, et elles me traitaient comme de l'air, comme si je n'existais que pour les servir. Mais le pire, ce qui m'a vraiment brisé quelque chose à l'intérieur, est venu 2 semaines plus tard. C'était vendredi soir. Antoinette a annoncé pendant le petit déjeuner qu'elle allait inviter des amis à dîner, qu'elle voulait les impressionner avec la maison, avec la vue, avec le style de vie qu'elle menait. « Prépare quelque chose d'élégant », m'a-t-elle ordonné. Crevettes, poissons frais, salade gourmande, quelque chose qui ne nous fasse pas honte. Encore une fois, j'ai dépensé mon argent. Une autre fortune en crevettes, autant en poissons, plus en légumes et assaisonnement. J'ai passé toute l'après-midi à cuisiner jusqu'à ce que mon dos me fasse mal. J'ai préparé un ceviche de crevettes, du poisson grillé aux épices, une salade avec vinaigrette à la moutarde et au miel, du riz au safran que je n'avais jamais utilisé de ma vie. À 20h sont arrivés les amis d'Antoinette, 5 femmes de son âge, toutes avec le même look de dame avec de l'argent, vêtements de marque, bijoux brillants, coiffure de salon. Elles sont arrivées avec des bouteilles de vin qui coûtaient probablement une fortune chacune. Je les ai installées sur la terrasse avec des bougies, de la musique douce en fond que Chloé a mise depuis son enceinte Bluetooth, et j'ai servi le dîner comme si j'étais serveuse dans un restaurant chic. « Ah, Antoinette, quel délice d'endroit !» s'est exclamée l'une d'elles, une femme aux cheveux teints en rouge intense. « Et cette vue est à toi ?» J'ai attendu qu'Antoinette clarifie, qu'elle dise « Non, c'est à ma belle-mère, qu'elle ait au moins cette décence élémentaire, mais non. C'est à la famille. » a-t-elle répondu avec un sourire tordu. Chloé avait besoin d'un endroit tranquille et bon, nous voici en train d'en profiter. Les femmes ont mangé, bu, ri, loué chaque plat comme si elles avaient l'eau payée pour lui dans un restaurant cher. Et moi, je continuais de servir, de retirer les assiettes, de remplir les verres, jusqu'à ce que l'une d'elles, celle aux cheveux rouges, me voie vraiment comme si elle venait de se rendre compte que j'existais. « Dis donc, Antoinette. Et elle, qui c'est ? Ton employé ?» Le silence qui a suivi a été comme un tonnerre avant la tempête. Antoinette m'a regardé, toutes m'ont regardé, et à ce moment-là, sur ma propre terrasse, face à la mer que j'avais achetée avec 40 ans de souffrance, il s'est décidé si je continuais d'être une personne ou si je devenais un objet. Antoinette a souri avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. C'est Madeleine, la belle-mère de Chloé. Elle vit ici, par charité. Les mots sont tombés comme des pierres. « Pauvrette », a dit une autre des femmes avec une pitié bon marché. « Elle n'a pas de maison à elle ?»« Non », est intervenue Chloé depuis sa place en bout de ma table. « Elle a travaillé toute sa vie, mais n'a jamais pu économiser suffisamment. Vous savez comment c'est. Des gens qui vivent au jour le jour, sans éducation financière. Nous l'avons recueillie parce qu'elle a bon cœur, n'est-ce pas, belle maman ?» Elle m'a planté les yeux, attendant que je confirme son mensonge. Mes mains tremblaient en tenant la carafe d'eau. Ma gorge était si fermée que je pouvais à peine respirer.
J'ai senti comment les yeux de toutes ces femmes me regardaient avec ce mélange de compassion condescendante et de soulagement de penser « Dieu merci, je ne suis pas elle. C'est très noble de ta part de l'aider », a dit celle aux cheveux rouges. Peu de belles filles feraient ça. Bon, nous sommes une famille, a répondu Chloé avec une fausse modestie. Et la famille se soutient, non? Les femmes ont trinqué. À la famille, à la générosité, à la belle maison qu'elle croyait être celle de Chloé. Personne n'a trinqué à moi. Je me suis retirée dans la cuisine avant qu'elle ne voie les larmes. Je me suis enfermée dans le débarras et je me suis laissée tomber sur ce matelas fin qui me faisait mal aux os chaque nuit. J'ai mis le visage dans l'oreiller et j'ai pleuré avec une douleur qui sortait d'un endroit dont j'ignorais l'existence. Je n'ai pas pleuré pour les mots. J'ai pleuré parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que mon fils m'avait vendu, qu'il avait livré ma dignité comme monnaie d'échange pour maintenir sa femme heureuse, qu'il avait permis qu'on me transforme en ceci, en une ombre, en une honte, en un objet de charité. Mais entre les larmes, pendant que j'écoutais leur rire filtré par la fenêtre cassée, quelque chose d'autre a grandi en moi. Une promesse que cela n'allait pas rester ainsi, que j'allais documenter chaque humiliation, chaque mensonge, chaque abus, et quand le moment parfait arriverait, quand j'aurais tout ce dont j'avais besoin, j'allais leur montrer que les femmes comme moi ne se brisent pas, elles se trempent. Et ce qui viendrait après leur démontrerait qu'elles avaient sous-estimé la mauvaise femme, parce que juste quand je pensais avoir touché le fond, j'ai découvert que le véritable abîme m'attendait encore plus loin. Le samedi matin, je me suis levée avec les yeux gonflés et l'âme en morceaux. Mais quelque chose avait changé. Je ne ressentais plus seulement de la douleur, je ressentais quelque chose de plus utile, de plus dangereux, de la clarté. Je suis sortie de la maison avant qu'elle ne se réveille. J'avais besoin d'air, d'espace, de penser sans entendre leur voix. J'ai marché sur la plage pieds nus, laissant les vagues me mouiller les pieds, sentant le sable froid entre les orteils. Le soleil commençait à peine à se lever, peignant le ciel d'orange et de rose. Matinale ou insomniaque, la voix m'a fait sursauter. Je me suis retournée et j'ai vu une femme assise sous l'un des parasols de plage. Cheveux blancs coupés très courts, peau brune tannée par le soleil, lunettes épaisses à monture d'écaille, vêtue d'un pantalon de lin beige et d'une chemise blanche aux manches retroussées. À côté d'elle, il y avait une tasse fumante et un livre ouvert. C'était Valérie, l'avocate, ma voisine sous couverture. Je me suis approchée avec précaution, regardant en arrière pour m'assurer que personne ne m'avait suivi. Elle m'a fait un signe discret pour que je m'assoie. « Vous avez une mine affreuse », m'a-t-elle dit sans détour. « Je me sens pire. »« Bien, ça veut dire que vous êtes prête à vous battre. » Elle a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. J'ai tout documenté, les cartons qu'elles ont apportés, leurs allées et venues au supermarché chargé de luxe avec votre argent, pendant que vous achetez le strict nécessaire. Hier, j'ai enregistré l'audio de tout ce dîner humiliant depuis mon balcon. J'ai tout, Madeleine. J'ai senti comment quelque chose en moi se redressait. C'est suffisant pour commencer? Oui, mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de preuves qu'elles prévoient de rester indéfiniment ou mieux, encore qu'elles veulent s'approprier légalement la propriété. Elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Vous croyez que votre fils et sa femme sont capables de ça? Je n'ai pas eu à réfléchir. Oui. Alors nous devons les provoquer, faire en sorte qu'elles se sentent si en sécurité qu'elles baissent complètement la garde. Elle s'est penchée en avant. Je veux que vous continuiez à jouer la soumise, l'obéissante, la brisée, qu'elles croient qu'elles vous ont déjà domptée. Pendant ce temps, je vais installer des caméras cachées dans des endroits stratégiques de la maison. Des caméras, ce n'est pas illégal? Dans votre propre maison, enregistrant des personnes qui commettent des abus et possiblement une fraude dans des zones communes où il n'y a pas d'attente de vie privée absolue. C'est une preuve légitime. Elle a remis ses lunettes. Faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je plaide depuis 30 ans des affaires de violence patrimoniale et d'abus de personnes âgées. J'ai tout vu, Madeleine. Et croyez-moi, ça ne fait que commencer. Valérie a sorti un petit appareil de son sac. Il n'était pas plus grand qu'un bouton de chemise. Ça peut se cacher n'importe où. Une plante, un cadre photo, le plafond. Ça enregistre l'audio et la vidéo en haute définition pendant 12 heures continues avant d'avoir besoin d'être rechargé. Combien en avez-vous? 6.
suffisante pour couvrir le salon, la cuisine, la terrasse et les couloirs principaux. Elle me les a remises dans un petit sac en tissu. Aujourd'hui dans l'après-midi, quand elles sortiront à la plage ou où qu'elles aillent, vous les installez. Je surveillerai depuis ma maison au cas où elles reviendraient plus tôt. J'ai pris le petit sac sentant son poids, si petite, si insignifiante en apparence, mais je savais que c'était des armes. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'assurance vie, ai-je demandé, pour les 850 000 € qu'on m'a volés? Valérie a souri d'une manière qui m'a fait comprendre pourquoi elle était si bonne dans son travail. J'ai déjà déposé une plainte préliminaire auprès du procureur, mais je ne l'ai pas encore officialisée. D'abord, je veux que votre fils vienne ici, qu'il voie comment ils ont transformé sa mère en servante, qu'il participe lui-même ou tolère les abus. Cela aggrave tout légalement. Abandon de personnes vulnérables, violence économique, violence psychologique familiale. Quand le moment viendra de présenter le dossier complet, ce ne sera pas seulement une fraude civile, ce sera pénal, Madeleine, avec possibilité de prison. Le mot prison m'est tombé dessus comme de l'eau froide. Mais c'est mon fils. C'est un voleur qui a falsifié votre signature et vous a volé une fortune. La voix de Valérie n'avait pas de compassion, seulement une vérité tranchante. C'est un homme qui permet que sa femme vous humilie dans votre propre maison. C'est quelqu'un qui a décidé que vous ne méritiez pas le respect. Vous voulez la justice ou vous voulez continuer à être une victime? Les larmes ont menacé de sortir, mais je les ai contenues. Je veux la justice. Alors, nous allons vous la donner. Nous sommes restés assises là pendant que le soleil finissait de se lever. Valérie m'a expliqué chaque étape du plan. Comment installer les caméras sans qu'elles ne se remarquent? Quelles phrases chercher dans les conversations qui serviraient comme preuve d'intention malveillante? Comment provoquer discrètement des situations où elles révéleraient leur véritable plan? Et il y a autre chose, a dit Valérie, quand je partais déjà. J'ai besoin que vous cherchiez tout document qu'elles aient apporté, contrat, papiers légaux, n'importe quoi qui ait votre nom ou le nom de la propriété. Si elles prévoient quelque chose, ce sera sur papier. Les gens croient toujours que la fraude sur papier est plus légitime. Je suis retournée à la maison avec les caméras cachées dans la poche de mon pantalon et une boule dans l'estomac. Dans la cuisine, j'ai trouvé Chloé se préparant un de ses smoothies. Elle m'a vu entrer et n'a même pas levé les yeux de son mixeur. « Bonjour », ai-je dit. « C'est tout ce que j'ai obtenu. Vous allez sortir aujourd'hui ?» Maintenant, oui, elle m'a regardée avec ses yeux froids que mon fils adorait. « Pourquoi? Vous avez besoin de la maison pour vous toute seule ?»« Non. Je demandais juste pour savoir si je prépare à manger ou si nous allons aller dans un restaurant sur la promenade, un endroit que j'ai trouvé sur Instagram. » Elle a versé son smoothie dans un verre. « Nous reviendrons probablement le soir, donc vous pouvez en profiter pour bien nettoyer la maison. Hier, j'ai remarqué de la poussière sur les rebords des fenêtres. » Bien sûr. Elle est sortie de la cuisine sans rien ajouter d'autre. 2 heures plus tard, je les ai entendus se préparer en se disputant pour savoir qui utiliserait quelle robe, quel talon. Antoinette criait des instructions sur le maquillage. Léa cherchait ses boucles d'oreilles préférées. Manon ne trouvait pas son sac. Finalement, vers midi, elles sont sorties toutes parfumées et maquillées comme si elles allaient à un défilé. Prince est aussi parti avec elles. Ce dont j'ai remercié le ciel parce que le maudit chien m'aboyait toujours dessus. J'ai attendu 15 minutes en regardant par la fenêtre toutes les 2 secondes. Quand j'ai été sûre qu'elle ne reviendrait pas, j'ai sorti les caméras. La première, je l'ai installée dans le salon, cachée dans une plante décorative qu'elle-même avait apportée. On la remarquait à peine entre les fausses feuilles. La deuxième est allée dans la cuisine, collée avec du ruban adhésif spécial derrière le micro-ondes, pointant vers le comptoir où elle s'asseyait toujours pour commérer. La troisième sur la terrasse, à l'intérieur d'une lanterne décorative qui pendait du plafond. La quatrième dans le couloir d'en haut, camouflée dans le détecteur de fumée. La cinquième dans le petit salon où Antoinette passait ses après-midi à regarder ses feuilletons. Et la sixième, je l'ai gardée. J'avais un pressentiment que j'en aurais besoin pour quelque chose de spécifique. Ensuite, j'ai commencé la recherche. Je suis entrée dans la chambre principale où dormait Antoinette, ma chambre où j'avais prévu de dormir. Maintenant, elle était pleine de ses affaires, crème chair, parfums, vêtements jetés sur la chaise que j'avais moi-même tapissée. J'ai ouvert des tiroirs avec des mains tremblantes. J'ai trouvé des factures de cartes de crédit avec des dettes énormes, des reçus de traitement de beauté, mais rien de légal.
Je suis allée dans la chambre de Chloé, plus rangée, plus minimaliste. Son ordinateur portable était sur le bureau fermé. Je n'ai pas osé le toucher. Mais dans le tiroir de sa table de nuit, j'ai trouvé un dossier. Je l'ai ouvert, le cœur battant comme un tambour. À l'intérieur, il y avait des documents. Beaucoup de documents. Contrat de son activité d'influenceuse, relevé de comptes bancaires, et au fond 3 feuilles agrafées qui m'ont fait trembler. C'était un contrat de donation. Un contrat où je cédais soi-disant la propriété de cette maison en faveur de Chloé, en remerciement pour son soutien économique et émotionnel pendant les temps difficiles. Le contrat était daté pour dans 2 semaines et ma signature y était déjà falsifiée une autre fois. J'ai pris des photos avec le téléphone que Solange m'avait prêté. Mes mains tremblaient tellement que les premières sont sorties floues. J'ai respiré profondément. Je me suis obligée à me calmer et j'ai pris des photos claires sous tous les angles. J'ai tout rangé exactement comme c'était et je suis sortie de là avant que la panique ne me paralyse. J'ai couru chez Valérie. J'ai frappé à sa porte comme si on me poursuivait. Elle a ouvert, m'a vu le visage et a su. Vous l'avez trouvé. Elles vont falsifier ma signature une autre fois. Elles vont me voler la maison. Je lui ai montré les photos. Valérie a révisé chaque image avec une expression sérieuse. Puis, elle a levé les yeux et j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a donné de l'espoir. Parfait, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Elle est allée à son ordinateur et a commencé à taper rapidement. Je vais contacter un notaire de confiance. Nous allons certifier ces photos comme preuve et nous allons préparer un piège. Quel genre de piège? Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire mince une autre fois. Nous allons les laisser croire qu'elles ont gagné. Nous allons faire en sorte qu'elles pensent que vous avez signé volontairement. Et quand elles seront en train de célébrer, quand elles seront absolument sûres que cette maison est déjà la leur, elle a laissé la phrase suspendue dans l'air et je l'ai terminée pour elle. Là, nous les détruisons. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon fils était sur le point d'apparaître et ce qu'il allait voir, ce qu'il allait dire, ce qu'il allait choisir. Cela serait la dernière épreuve pour savoir s'il restait encore quelque chose de l'enfant que j'avais élevé ou si cet homme était déjà complètement perdu. Julien est arrivé un mardi après-midi sans prévenir. J'ai entendu sa voix depuis le débarras, ce ton joyeux qu'il utilisait quand il parlait avec Chloé, si différent du glaçon avec lequel il me parlait. « Mon amour, je suis arrivé. J'ai apporté les documents que tu m'as demandés. » Je suis restée paralysée sur le matelas où j'étais en train de plier le linge que je venais de laver. Son linge, le linge de sa femme, les draps de soie de sa belle-mère, tout ce que je nettoyais comme si j'étais l'employé qu'ils croyaient que j'étais. J'ai respiré profondément et je suis sortie de la pièce. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de le regarder dans les yeux et de chercher ne serait-ce qu'une étincelle du fils que j'avais élevé. Il était dans le salon, en train d'embrasser Chloé, vêtu de son costume de bureau que je lui avais appris à repasser quand il avait 17 ans. Il avait l'air fatigué, avec des cernes et les cheveux un peu plus longs que d'habitude. Mais son sourire était large pendant qu'il embrassait sa femme. « Maman. » Il m'a vu et le sourire s'est fait plus petit, plus forcé. « Je ne savais pas que tu étais ici. Je vis ici, » ai-je dit d'une voix plus ferme que je ne l'espérais. « C'est ma maison. » Un silence gênant est tombé comme un brouillard épais. Chloé s'est séparée de Julien et m'a regardé avec cette expression que je connaissais déjà bien. Agacement, à peine déguisé en tolérance. « Madame Duval, vous pouvez nous apporter quelque chose à boire ? Julien vient de Paris. Il doit être épuisé. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre. J'ai regardé mon fils, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il dise « Maman, assieds-toi avec nous », qu'il dise « Non, Chloé, elle n'est pas la bonne », qu'il dise n'importe quoi qui démontre qu'il me voyait encore comme sa mère. Mais il a juste desserré sa cravate et s'est laissé tomber sur le canapé. Mon canapé qui maintenant était couvert de leurs coussins décoratifs chers. « Une eau gazeuse serait bien, maman, s'il te plaît. »« S'il te plaît. » Comme si ce mot compensait tout. Je suis allée à la cuisine avec les jambes tremblantes. J'ai sorti 2 bouteilles d'eau minérale des chères que Chloé achetait. Je les ai servies dans des verres avec des glaçons et je suis retournée au salon. Je les ai posées sur la table basse sans rien dire. « Merci », a murmuré Julien sans me regarder. Je suis restée là debout, comme une domestique, attendant plus d'ordre, parce que je ne savais plus quel autre rôle jouer dans ma propre maison. Chloé a sorti des papiers de son sac
les mêmes que j'avais photographiés des jours auparavant. Le contrat de donation, ma supposée signature falsifiée attendant de devenir réalité. Mon amour, tu as apporté ce qu'il faut pour le notaire. Oui, tout est prêt. Maître Garnier dit que nous pouvons signer vendredi. Nous avons juste besoin que ta belle-mère y aille aussi pour que tout soit légal. Mes genoux ont failli céder. Ils parlèrent de ça devant moi comme si j'étais un meuble, comme si je ne comprenais pas le français, comme si je n'étais pas la propriétaire légitime de cette propriété. Excusez-moi. Ma voix est sortie plus haute que je ne le prétendais. De quelle signature parlez-vous? Julien m'a finalement regardé et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de culpabilité, pas de honte, seulement de l'agacement, comme si j'étais un problème à résoudre. Maman, assieds-toi. Je préfère rester debout. Il a soupiré avec ce geste d'impatience qu'il faisait quand quelque chose l'ennuyait. D'accord, Chloé et moi avons parlé. Cette maison est très grande pour une personne seule. Tu es déjà âgée, tu ne peux pas l'entretenir adéquatement, et franchement, après tout le soutien que Chloé t'a donné pour l'acheter, c'est juste qu'elle ait des droits légaux sur la propriété. Chaque mot était un couteau. Droits légaux, ai-je répété. Cette maison, je l'ai achetée moi. Avec mon argent, avec 40 ans de travail, avec ton argent et avec les 50 000 € que ma femme t'a prêtés. Sa voix est montée en volume. Ou tu as déjà oublié ce détail pratique. Cet argent n'était pas à elle. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. C'était mon argent de l'assurance vie de ton père. Le silence qui a suivi a été absolu. Julien s'est levé lentement avec le visage transformé en un masque de fureur froide. « De quoi tu parles ?» J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et je lui ai montré la photo du document, la copie du chèque, les 850 000 € qu'il a encaissés en falsifiant ma signature. Je parle du fait que tu m'as volé, Julien, que tu as falsifié mon nom, que tu as gardé l'argent de ton père mort, l'argent qui légalement était le mien et que tu m'as laissé travailler comme une bête de somme pendant 20 ans de plus, pendant que tu vivais comme un roi avec mon héritage. Son visage est passé du rouge au blanc. Chloé s'est levée aussi, regardant entre nous deux comme spectatrice d'un accident. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » a dit Julien, mais sa voix tremblait. « Cet argent, je l'ai investi, je l'ai utilisé pour étudier, pour construire ma carrière, pour me voler. » Ma voix s'est brisée. « Pour me faire croire toute ma vie que nous étions pauvres quand tu avais presque 1 million d'euros de côté. Pour me laisser nettoyer des toilettes étrangères pendant que tu mangeais dans des restaurants chers. J'ai fait quelque chose de productif avec cet argent, a-t-il crié. Toi, tu l'aurais gardé sous le matelas comme l'ignorante que tu es. Moi, je l'ai transformé en une carrière, en un avenir. Le mot ignorante m'a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Ignorante, ai-je chuchoté. Ignorante la mère qui t'a élevée seule. Ignorante la femme qui s'est tuée au travail pour que tu aies ce que je n'ai jamais eu. Ignorante. Oui, son visage était déformé par la rage. Ignorante. Tu n'as jamais rien compris à l'argent, aux investissements, à comment fonctionne le monde. Si je t'avais donné cet argent, tu l'aurais gaspillé. Moi, je l'ai mieux utilisé. Moi, j'ai fait quelque chose de ma vie. Quelque chose que tu as construit avec ma douleur. Ai-je dit avec des larmes tombant maintenant sans contrôle. Avec les genoux brisés de ta mère, avec les mains gercées de ta mère, avec le dos courbé de ta mère. Ça suffit. Chloé s'est interposée entre nous. C'est ridicule, Madame Duval. Vous êtes altérée, confuse. Cet argent, c'était il y a plus de 20 ans. Il n'y a pas moyen de le prouver maintenant. S'il y en a. J'ai sorti plus de photos, les copies des documents légaux, la signature falsifiée, tout. Chloé a blêmi. Julien lui a arraché le téléphone des mains et a révisé les images. Ses yeux bougeaient rapidement, traitant, calculant, et alors il a dit quelque chose qui m'a détruite plus que tout le reste. « Tu sais quoi, maman ? Oui, je l'ai fait. J'ai falsifié ta signature, j'ai gardé l'argent. Et tu sais pourquoi je ne regrette pas ? Parce que cet argent m'a donné la vie que je méritais. Une vie loin de ta médiocrité, de ton conformisme, de ta mentalité de victime. Papa aurait voulu que j'aie des opportunités. Moi, j'ai juste pris ce qui me revenait. Mon monde s'est effondré. Il ne restait plus rien. L'enfant que j'avais élevé, le bébé que j'avais allaité, l'adolescent que j'avais aidé avec ses devoirs jusqu'à m'endormir sur les livres. Cet enfant était mort et à sa place, il y avait un étranger qui me haïssait pour lui avoir tout donné.
Julien, ma voix est sortie brisée. Je t'ai aimé plus que ma propre vie. Eh bien, ton amour ne valait pas assez. Il s'est retourné. Chloé, rassemble tes affaires. Nous partons de cette maison. Je ne vais pas continuer à discuter avec une vieille ingrate qui ne reconnaît pas tout ce que j'ai fait pour elle. Tout ce que tu as fait pour moi, le cri est sorti d'un endroit profond, primitif. Me prêter mon propre argent volé, permettre que ta femme me transforme en sa servante, me laisser dormir dans un débarras dans ma maison. C'est ça que tu as fait pour moi. Je t'ai donné un toit quand tu n'avais où aller. C'est mon toit, ma maison que j'ai achetée avec de l'argent que je t'ai prêté. Il a fait les guillemets avec les doigts, moqueur, cruel. De l'argent que techniquement tu me dois encore, n'est-ce pas? Donc, si tu y penses bien, maman, cette maison est autant la mienne que la tienne. Chloé montait déjà les escaliers. Antoinette, les filles, faites vos valises, nous partons. Non, ai-je dit. Vous n'allez nulle part. Julien a ri, un rire sec, sans humour. Ah non? Et qui va nous arrêter? Moi. La loi s'est figée. J'ai vu des avocats, j'ai tout documenté, la fraude de l'assurance, les signatures falsifiées, les abus, tout. Et si vous essayez de partir, si vous essayez de disparaître comme si de rien n'était, la plainte pénale est déposée demain même. Tu mens. Mais sa voix tremblait. Tu veux vérifier? Nous sommes restés à nous regarder ainsi, mère et fils, séparés par un abîme qui ne pourrait jamais être traversé une autre fois. Dans ses yeux, j'ai vu de la peur. Bon, qu'il ressente une fraction de ce que j'avais ressenti. Antoinette a descendu les escaliers comme un tourbillon. « Qu'est-ce qui se passe ici, Julien? Pourquoi vous criez ?»« Sa belle-mère nous menace, » a dit Chloé, avec une voix de victime parfaite. Elle dit qu'elle va nous poursuivre, qu'elle va nous mettre en prison. Elle est folle. Je ne suis pas folle, ai-je dit en les regardant tous. Je suis fatiguée. Fatiguée qu'on m'utilise, fatiguée qu'on me vole, fatiguée d'être invisible dans ma propre vie. Julien a fait un pas vers moi. Son visage était un mélange de rage et d'autre chose, quelque chose qu'en d'autres temps j'aurais confondu avec de l'inquiétude, mais que maintenant je reconnaissais comme de la simple peur des conséquences. « Maman, écoute-moi bien. Tu n'as aucune preuve de rien. Ces vieux papiers ne valent rien. Et si tu essaies de faire quelque chose contre nous, je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de mère tu as été. Une mère amère, dominatrice, qui n'a jamais voulu lâcher son fils. Le monde peut penser ce qu'il veut, ai-je dit avec un calme que je ne savais pas avoir. Mais la vérité est une seule. Tu m'as volé, ta femme m'a humilié, et moi je ne vais plus permettre qu'on me détruise davantage. Il s'est retourné pour partir, mais avant de monter les escaliers, il s'est arrêté. Sans se retourner, il a dit « Tu as toujours été un fardeau, maman. Papa le savait. C'est pour ça qu'il prenait tant de risques dans ses travaux dangereux, parce qu'il voulait s'éloigner de toi. Le coup était parfait, conçu pour me détruire, et il a presque réussi. Je suis restée là seule dans le salon pendant qu'ils montaient faire leurs valises. J'ai entendu leurs voix étouffées, leurs accusations mutuelles de qui avait la faute de tout. Je me suis laissée tomber sur une chaise. Les larmes ne venaient pas, il n'en restait plus. Mais dans ma poche, le téléphone a vibré, un message de Valérie. Nous avons tout enregistré, chaque mot, chaque confession. Maintenant, oui, nous les tenons. Et pour la première fois en des semaines, j'ai souri parce que mon fils venait de creuser sa propre tombe et j'allais m'assurer qu'il tombe dedans. Mais la guerre commençait à peine, parce que quand les rats acculés se rendent compte qu'ils ont perdu, ils deviennent plus dangereux que jamais. Et ce qu'ils ont prévu de faire après, cela m'a presque tout coûté. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée dans le débarras, écoutant chaque son, chaque murmure qui filtrait à travers les murs minces. J'ai entendu Julien et Chloé discuter à voix basse. J'ai entendu Antoinette appeler quelqu'un au téléphone en utilisant des mots comme « avocat » et « droit ». J'ai entendu des valises traîner sur le sol d'en haut. Mais je ne suis pas sortie, je n'ai rien dit. Je suis restée tranquille comme un animal blessé qui a besoin de temps pour guérir avant de se relever à nouveau. Quand le jour s'est levé, je suis sortie de la pièce avec mes vêtements les plus humbles, ceux que j'utilisais pour nettoyer des maisons des décennies auparavant. Pantalon en jean usé, blouse en coton avec une tache d'eau de javel qui n'est jamais partie. Je me suis attaché les cheveux en une queue serrée.
Je me suis vue dans le miroir et je ne me suis presque pas reconnue. Je ressemblais exactement à ce qu'il croyait que j'étais, une vieille vaincue. Parfait. Dans la cuisine, j'ai trouvé Antoinette préparant du café. Elle m'a vue et a froncé le nez avec ce mépris qui ne me faisait plus mal parce qu'il y avait des choses pires que le dédain d'une femme vide. « Bonjour », ai-je dit d'une voix soumise. Elle n'a pas répondu. Elle a juste continué de remuer son café avec des mouvements exagérés, comme si ma présence contaminait l'air. J'ai préparé mon propre café simple, sans sucre, parce qu'il n'en restait plus, et je me suis assise au coin du comptoir, loin, petite, invisible. « Julien va revenir vendredi avec un avocat », a dit Antoinette soudainement, sans me regarder. « Un vrai avocat, pas ces charlatans que tu as sûrement consultés, et nous allons résoudre cela de manière civilisée. »« D'accord », ai-je chuchoté. Cela l'a surprise. Elle s'est tournée pour me voir avec des yeux mi-clos. « D'accord, rien de plus ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Tu peux commencer par t'excuser pour les accusations horribles que tu as faites à mon gendre. Julien est un homme de bien, un professionnel respecté, et toi, tu l'accuses de voleur devant sa femme. Ça n'a pas de pardon. » J'ai baissé le regard vers ma tasse. « Tu as raison. Je me suis laissé emporter par l'émotion. » Antoinette s'est approchée plus comme un vautour, sentant la faiblesse. « C'est comme ça que j'aime que tu reconnaisses ton erreur. Regarde, Madeleine. Je ne suis pas une mauvaise personne, mais tu dois comprendre que cette maison maintenant fait partie de la famille. Chloé a investi en toi. Elle t'a aidé quand personne d'autre ne le ferait. Le minimum que tu puisses faire est d'être reconnaissante. Je le suis. Alors, tu vas signer les papiers vendredi ? J'ai levé les yeux lentement. Je l'ai regardé droit dans les yeux avec l'expression la plus vaincue que j'ai pu fabriquer. Si Julien dit que c'est le mieux, alors je le ferai. Un sourire satisfait a traversé son visage peint. Bien, ainsi nous évitons des problèmes légaux moches, parce que crois-moi, si cela arrive en justice, tu n'as pas de quoi te battre. Nous avons des avocats chers, des contacts, des influences. Toi, tu as quoi ? Une pension misérable. Ah, je me suis recroquevillée comme si ces mots m'avaient frappé, et peut-être qu'ils l'ont fait, mais plus de la façon dont elle le pensait. Maintenant, chaque insulte, chaque menace, chaque démonstration de sa cruauté était une preuve. Des munitions pour quand le moment arriverait. Elle est sortie de la cuisine en chantonnant, croyant qu'elle avait gagné. Dès qu'elle est partie, j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit à Valérie. Ils prévoient d'amener un avocat vendredi pour me forcer à signer. Ils disent qu'ils vont résoudre cela civilement. La réponse est arrivée en seconde. Parfait, laisse-les venir. Mais avant, nous avons besoin de plus. Tu peux faire quelque chose pour qu'ils se confient complètement ? J'ai réfléchi rapidement. Oui, je sais quoi faire. Le reste de cette semaine, je me suis transformée en ce qu'elle voulait que je sois, soumise, obéissante, brisée. Je leur préparais des petits déjeuners élaborés sans me plaindre. Je lavais leur linge avec un soin extrême. Je nettoyais jusqu'au dernier recoin de la maison, souriais quand elles m'insultaient, baissais la tête quand elles m'ignoraient. Et chaque nuit, après qu'elle se soit endormie, je retrouvais Valérie chez elle. Nous révisions les enregistrements des caméras cachées et il y avait de l'or pur. Mercredi soir, Chloé et Antoinette se sont saoulées au vin. Les caméras ont capté toute la conversation. « Dès qu'elle signe, cette vieille s'en va », disait Chloé en traînant les mots. « Je me fiche d'où elle va, dans un asile, qu'elle aille avec un membre de la famille, ça m'est égal, mais elle ne va pas rester ici à ruiner mon paradis. » « Et si elle refuse de partir après avoir signé ?» demandait Antoinette. « Eh bien, on la sort légalement, elle n'aurait plus de droit sur la maison. On peut appeler la police si c'est nécessaire. Et Julien fait ce que je dis, il l'a toujours fait. » Elle riait, trinquait, planifiant mon expulsion comme quelqu'un planifie des vacances. Jeudi, pendant qu'elles étaient allées au spa, je suis entrée dans la chambre de Chloé une autre fois. Cette fois, j'ai cherché dans son ordinateur portable. Il n'avait pas de mot de passe parce que les gens arrogants se croient toujours intouchables. J'ai trouvé des emails, des dizaines d'emails, avec des avocats, avec des notaires, avec des agences immobilières. Dans l'un, daté d'il y a 3 semaines, Chloé écrivait « J'ai besoin que le processus de transfert soit rapide. La propriétaire actuelle est une dame âgée, sans éducation, facile à convaincre. Une fois qu'elle signe la donation, je veux mettre la propriété en vente immédiatement. Le marché des maisons face à la mer est à son meilleur moment.
je peux en tirer au moins 800 000 euros. 800 000 euros. Ma maison, pour laquelle j'avais travaillé 40 ans, que j'avais achetée pour 400 000, maintenant valait le double, et elle prévoyait de la vendre, de tout garder et de me laisser à la rue. J'ai pris des captures d'écran de tout, chaque email, chaque message, chaque plan qu'elles avaient tissé, croyant que j'étais trop bête pour les découvrir. Le vendredi matin, je me suis habillée avec le meilleur que j'avais. Une robe simple, couleur vin que j'avais achetée pour le mariage de Julien. Des chaussures plates noires, les cheveux attachés en un chignon. J'ai mis les boucles d'oreilles en argent que Pierre m'avait offertes pour notre 10e anniversaire. Les seules que je n'ai jamais vendues dans les temps difficiles. Je me suis vue dans le miroir et j'ai vu une femme différente, plus vaincue, pas victorieuse non plus. Pas encore, mais oui préparée. Dans la cuisine, Chloé déjeunait son éternelle papaye au citron. Elle m'a vue entrer et a levé un sourcil. « Tu t'es arrangé ?» Julien a dit qu'un avocat venait. « Je veux être présentable. » Elle a souri avec condescendance. « C'est mignon. Bon, tant que tu comprends que ce n'est qu'une formalité, tout est déjà décidé. » Je comprends. À 10 heures du matin, Julien est arrivé. Il venait avec un homme d'environ 50 ans. Costume gris impeccable, porte-documents en cuir. Maître Garnier, comme il l'a présenté. Derrière eux, sans que personne ne l'attende, est entrée Valérie. Elle portait un tailleur pantalon beige, son propre porte-documents et une expression d'acier trempé. « Bonjour », a-t-elle dit d'une voix claire. « Je suis maître Valérie, représentante légale de Madame Madeleine Duval. Je comprends qu'il y a des documents à réviser. » Le silence qui est tombé a été délicieux. Julien a blêmi. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ça, » ai-je dit d'une voix ferme. « C'est que moi aussi j'ai des droits. Et si nous allons parler de papier, nous allons parler de tous les papiers. » Chloé s'est levée comme un ressort. « C'est ridicule, madame. C'est une réunion privée familiale, une réunion où vous prévoyez de dépouiller ma cliente de son patrimoine en utilisant des documents falsifiés, » a interrompu Valérie. « Je dirais que cela mérite une représentation légale, ne vous semble-t-il pas ?» Maître Garnier a regardé entre tous avec une évidente gêne. « Julien, tu ne m'as pas dit que ta mère aurait un avocat parce qu'elle ne savait pas ?» Julien m'a foudroyé du regard. « Maman, qu'est-ce que tu crois faire ? Me défendre. » Valérie a sorti un dossier épais de son porte-documents et l'a laissé tomber sur la table du salon avec un coup sec. « Ici, j'ai copie du chèque de l'assurance vie de Pierre Duval pour 850 000 euros encaissés frauduleusement par Julien Duval utilisant une signature falsifiée. Analyse graphologique qui confirme la falsification. Témoignage d'employés de la compagnie d'assurance. Documentation des 50 000 euros supposément prêtés par Madame Chloé, qui en réalité proviennent de l'argent volé. Et comme bonus, elle a sorti un autre dossier plus fin, enregistrement audio et vidéo des 2 dernières semaines où sont documentés abus psychologiques, appropriation de domicile et conspiration pour commettre une fraude au moyen d'un autre contrat de donation avec signature falsifiée. Le monde s'est arrêté. Antoinette a laissé tomber sa tasse de café. Le liquide s'est répandu sur le plancher en bois comme du sang sombre. Chloé a essayé de parler, mais les mots ne lui sortaient pas. Julien me regardait juste avec un mélange de choc et quelque chose qui aurait pu être du respect si ce n'était pas teinté de tant de haine. « C'est illégal », a-t-il dit finalement. « Nous enregistrer sans consentement, dans une propriété privée. Propriété de ma cliente, dans des zones communes avec cause justifiée de suspicion de délit, totalement légale. » Valérie a souri. « Et maintenant vient la partie intéressante. Vous avez 2 options. » Elle s'est approchée de Julien avec le calme d'un requin qui a déjà senti le sang. Option 1. Vous abandonnez cette maison aujourd'hui même. Julien rend les 850 000 euros qu'il a volés avec intérêt calculé sur 20 ans. Cela totalise approximativement 1 300 000 euros. Vous signez un document où vous renoncez à tout droit sur cette propriété et ma cliente ne présente pas de charge pénale. Et l'option 2 a demandé Maître Garnier d'une voix tendue. Option 2. Nous présentons une plainte pénale pour fraude, falsification de documents, violence familiale, appropriation indue et conspiration. Avec les preuves que nous avons, Julien peut faire face à entre 5 et 10 ans de prison, Chloé comme complice, 3 autres. Et croyez-moi, avec vos profils sur les réseaux sociaux et votre style de vie ostentatoire, vous serez les cas favoris des médias. Le silence était si épais
qu'on pouvait le couper. Julien s'est laissé tomber dans le fauteuil, s'est couvert le visage avec les mains et moi, pour la première fois en des semaines, j'ai respiré complètement, parce que finalement, j'avais cessé d'être une victime. Et maintenant venait la partie que j'avais le plus attendue, voir comment tombèrent les masques et se révélaient les vrais visages quand il ne restait plus où se cacher. Maître Garnier a été le premier à réagir. Il a fermé son porte-document avec un claquement sec et s'est levé. « Julien, je ne signe mon nom sur rien de lié à cela. S'il y a des accusations de fraude et falsification de documents, je ne peux pas te représenter. Ce serait de la complicité. » Il a ajusté sa cravate. « Je te recommande de trouver un avocat pénaliste, un bon. » Il est parti sans dire au revoir, laissant la porte ouverte derrière lui. Le son de sa voiture démarrant a été comme une sentence. Chloé a explosé. « C'est un piège? Tu nous as tendu un piège comme une vipère rampante. » « Non, ai-je dit avec un calme que je ne savais pas posséder. J'ai juste documenté la vérité. Vous seul avez creusé votre propre trou. »« Maman, tu ne peux pas me faire ça ?» Julien s'est levé avec les yeux rouges et les mains tremblantes. « Je suis ton fils unique. Tu vas me mettre en prison ? » ?»« Tu m'as volé, » ai-je répondu. « Tu as falsifié ma signature 2 fois. Tu m'as laissé travailler comme un animal pendant 20 ans de plus quand cet argent aurait changé ma vie. Tu m'as traité comme un fardeau. Tu as permis que ta femme m'humilie dans ma propre maison et maintenant tu me demandes pitié. J'ai utilisé cet argent pour étudier, pour me faire quelqu'un dans la vie. Avec mon argent, sans ma permission, ça s'appelle du vol, Julien, et tu le sais. » Antoinette s'est approchée de Valérie avec une expression menaçante. « Combien vous voulez ? Toutes ont un prix. Nommez votre quantité et faites disparaître ces preuves. » Valérie l'a regardée comme on regarde un insecte. « Madame, je ne me vends pas, mais vous, si vous devriez vous inquiéter. Comme complice et encubridora, vous pouvez aussi faire face à des charges. » La couleur a disparu du visage d'Antoinette. Léa et Manon, qui avaient écouté depuis les escaliers, sont descendues en courant. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir des problèmes ?»« Taisez-vous » a sifflé Antoinette. Chloé marchait d'un côté à l'autre comme un lion en cage. Soudain, elle s'est arrêtée et m'a pointé du doigt. « Tu n'as jamais aimé Julien. Tu as toujours été une mère castratrice, dominatrice, qui ne pouvait pas le lâcher. C'est pour ça qu'il a dû prendre cet argent pour se libérer de toi. » J'ai ri. Je n'ai pas pu l'éviter. Un rire amer, profond, qui est sorti d'un endroit sombre où j'avais gardé tant de douleur. Moi, je ne l'ai pas aimé. Moi, je lui ai donné chaque euro que j'ai gagné, chaque minute de ma vie, chaque goutte de mon sang. Ce qui se passe, Chloé, c'est que toi, tu ne comprendras jamais ce qu'est l'amour vrai. Parce que l'amour, ce n'est pas la possession, ce n'est pas la manipulation, et certainement ce n'est pas le vol. « Ça suffit !» a crié Julien. « Ça suffit, maman !»« Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des excuses? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu arrêtes ça? Je veux que tu reconnaisses ce que tu as fait devant tous, sans excuses, sans justification. Je veux que tu regardes ta femme et que tu admettes que tu as utilisé de l'argent volé pour la conquérir, pour l'impressionner, pour acheter cette vie que vous avez. »« Madeleine, ne sois pas dramatique, » a commencé Chloé. « Tais-toi. » Le cri de Julien nous a tous surpris. Il s'est tourné vers sa femme avec une expression que je ne lui avais jamais vue. « Tais-toi, Chloé, pour une fois dans ta vie. Tais-toi. » Chloé a reculé comme si on l'avait giflé. Julien s'est tourné vers moi. Il avait des larmes coulant sur les joues. « Tu as raison. Tout ce que tu dis est vrai. J'ai falsifié ta signature. J'ai gardé l'argent. J'ai utilisé chaque euro pour construire une vie que je croyais mériter plus que toi. » Sa voix s'est brisée. « Parce que j'avais honte, maman. Honte d'être le fils de la dame qui nettoyait des maisons. Honte d'utiliser des vêtements de seconde main. Honte d'apporter des boîtes à lunch avec des haricots quand mes camarades apportèrent des sandwichs importés. » « Julien, ai-je chuchoté. Non, laisse-moi finir. Quand j'ai trouvé cette assurance, quand j'ai vu cette quantité d'argent, j'ai pensé que c'était mon opportunité, mon évasion. J'ai cru que si j'avais de l'argent, si j'étudiais dans de bonnes écoles, si je m'habillais bien, si je conduisais une bonne voiture, alors je pourrais oublier d'où je venais. » Il a essuyé les larmes avec rage. Mais je n'ai jamais oublié. Chaque euro que j'ai dépensé me rappelait que je te le prenais à toi, et au lieu de regretter, je t'ai haï davantage, parce que ton existence était ma faute, marchand. Le silence était absolu.
Même Chloé était restée sans voix. Et quand Chloé est apparue, a continué Julien, quand elle m'a accepté croyant que j'étais quelqu'un d'important, quelqu'un avec de l'argent, je me suis accrochée à ce mensonge. Et toi, maman, tu étais la vérité que j'avais besoin de cacher. C'est pour ça que je t'ai éloignée. C'est pour ça que j'ai permis qu'on te traite ainsi. Parce que si j'admettais qui tu étais réellement, j'admettais qui j'étais moi. Il s'est laissé tomber à genoux devant moi. Pardonne-moi. Je sais que je n'ai pas le droit de le demander. Je sais que j'ai tout détruit, mais pardonne-moi. Je l'ai regardé là, mon fils, fait en morceaux par le poids de ses propres mensonges, et j'ai ressenti rien, ou peut-être trop, tellement que ça s'annulait soi-même. Je te pardonne, ai-je dit finalement, mais cela ne change pas les conséquences. Il a levé les yeux désespérés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Valérie s'est approchée avec son dossier. Madame Duval et moi avons préparé un accord. Si vous le signez aujourd'hui, maintenant, sans modification, elle ne présentera pas de charge pénale. Elle a sorti plusieurs documents et les a mis sur la table. Premièrement, Julien Duval s'engage à rendre 1 300 000 € à Madeleine Duval dans un délai non supérieur à 6 mois. Comme garantie, il hypothéquera son appartement à Paris en faveur de Madame Duval. Julien a blêmi, mais a hoché la tête. Deuxièmement, Chloé, Antoinette, Léa et Manon abandonneront cette propriété aujourd'hui même avant 18 heures. Elles ne pourront revenir sous aucune circonstance. Toute appartenance qu'elles laissent sera donnée à une œuvre de charité. « C'est de l'abus !» a crié Antoinette. « Abus !» Valérie a levé un sourcil. « Madame, j'ai 3 heures d'enregistrement où vous appelez ma cliente vieille inutile, fardeau, parasite et autres termes tout aussi charmants. Vous voulez que je les reproduise ici ou vous préférez faire vos valises en silence ?» Antoinette a fermé la bouche. Troisièmement, un document sera signé devant notaire où Julien Duval reconnaît la fraude commise et renonce à tout droit héréditaire sur les propriétés actuelles et futures de Madeleine Duval. « C'est cruel », a murmuré Chloé. « Vous savez ce qui est cruel ?» ai-je dit en la regardant droit. « Prévoir de vendre ma maison pour 800 000 € et me laisser à la rue. J'ai tes emails, Chloé, tous. » Son visage est passé par 10 émotions en 2 secondes. Horreur, déni, rage, et finalement acceptation de la défaite. « Et si nous ne signions pas ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. « Alors ?» Valérie a souri sans humour. « On se voit au tribunal et je vous assure que ce que nous offrons aujourd'hui va paraître généreux comparé à ce qu'un juge décidera. » Julien a pris le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine le tenir. « Après ça, je pourrais te voir une autre fois ?» « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. « Peut-être un jour quand tu auras appris à être l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. L'homme honnête, travailleur, digne, pas celui-ci que tu as construit avec des mensonges. » Il a signé chaque document, chaque renonciation, chaque acceptation de culpabilité. Chloé a signé avec des larmes de rage. Antoinette a signé en crachant des insultes à voix basse. Les sœurs ont signé sans comprendre complètement, mais terrorisées des conséquences. À 17 heures, la maison était vide. Elles sont parties dans le même SUV noir qu'elles étaient arrivées, mais maintenant chargées de silence et de défaite. Prince aboyait depuis la fenêtre, probablement le seul qui ne comprenait pas pourquoi elles fuyaient. Je les ai vues s'éloigner par le chemin de gravier. J'ai vu comment le SUV devenait plus petit jusqu'à disparaître dans le virage. Et finalement, après des semaines qui ont semblé des années, j'ai été seule dans ma maison. Valérie a mis sa main sur mon épaule. « Vous l'avez bien fait. Ça ne ressemble pas à une victoire. Parce que ça ne l'est pas. C'est la justice, et la justice n'est jamais douce, seulement nécessaire. » Cette nuit-là, Valérie est partie aussi. Je suis restée sur la terrasse à regarder le coucher de soleil. Les vagues se brisaient, douces, contre le rivage. Les mouettes volaient en formation parfaite. Le ciel se peignait de violet et doré. Je suis entrée dans ma maison, j'ai marché dans chaque chambre la réclamant. J'ai enlevé leurs draps chers et j'ai mis les miens. J'ai décroché leurs tableaux abstraits et j'ai raccroché les photos de Pierre et Julien quand il était enfant. J'ai déplacé leurs meubles blancs dans la remise et j'ai sorti les miens, ceux que j'avais moi-même tapissés. Dans la cuisine, j'ai préparé des haricots simples avec de l'oignon et un peu de piment. L'odeur a rempli chaque recoin et c'était l'odeur du foyer, du vrai, pas de parfum cher et de nourriture bio. J'ai mangé sur la terrasse seule,
avec le son de la mer comme compagnie, et pour la première fois en des mois, j'ai dormi dans mon propre lit, dans la chambre principale, avec les fenêtres ouvertes pour que la brise salée entre. J'ai dormi toute la nuit sans cauchemar, sans sursaut, parce que finalement, ma maison était redevenue la mienne. Mais l'histoire ne termine pas avec une vengeance. Elle termine avec quelque chose de beaucoup plus puissant, avec une femme qui a appris que parfois, aimer quelqu'un signifie aussi les laisser partir, et avec une leçon que le monde avait besoin d'entendre. 6 mois plus tard, une enveloppe jaune est arrivée dans ma boîte aux lettres. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était de la banque. À l'intérieur, il y avait un justificatif de virement pour 1 300 000 € déposés sur mon compte. Julien avait tenu parole. Il n'y a pas eu de lettre, pas d'excuses supplémentaires, seulement l'argent qu'il me devait rendu en silence, comme quelqu'un paie une dette qui brûle les mains. Je me suis assise sur la terrasse avec le papier entre les doigts, regardant les vagues que je connaissais déjà par cœur, chaque crête, chaque vallée de la mer. Et je me suis demandé si je ressentais quelque chose. Victoire, peut-être satisfaction. Mais ce que j'ai ressenti a été quelque chose de plus étrange. Libération. Pas pour l'argent, même si je ne vais pas mentir, avoir cette quantité à la banque après toute une vie de pénurie était comme respirer pour la première fois. C'était libération de quelque chose de plus profond, du poids de porter le fils que je n'ai pas été capable d'élever correctement, de la culpabilité que toute mère ressent quand son fils tourne mal. Parce que pendant ces 6 mois, j'ai eu beaucoup de temps pour penser, pour réviser chaque décision, chaque sacrifice, chaque moment où j'ai choisi de tout donner sans lui enseigner la valeur de ce qu'il recevait. Ai-je été une bonne mère? Oui, dans le sens où je l'ai nourri, je l'ai habillé, je l'ai éduqué, mais j'ai aussi été la mère qui n'a jamais dit non. Mère qui s'est brisée en morceaux pour qu'il ait du confort. Mère qui lui a enseigné sans le vouloir qu'il méritait tout et moi rien. C'était ma part de culpabilité et je l'ai acceptée. Avec l'argent, j'ai fait plusieurs choses. Premièrement, j'ai réparé la maison complètement. J'ai peint les murs en jaune doux, cette couleur qui attrape la lumière du soleil. J'ai réparé la fenêtre cassée du débarras. J'ai acheté des meubles neufs, pas chers, mais confortables et miens. J'ai planté des fleurs dans le jardin, des bougainvilliers rouges, des jacarandas, des tournesols. Deuxièmement, j'en ai donné une partie. 100 000 € sont allés à un refuge pour femmes victimes de violences familiales à Biarritz. 100 000 autres pour un programme d'alphabétisation de personnes âgées, parce que j'ai compris que mon histoire n'était pas unique. Il y avait des milliers de Madeleines dans le monde nettoyant des maisons étrangères pendant qu'elles rêvaient d'un coin propre. Troisièmement, j'ai gardé le reste parce que pour la première fois de ma vie, j'avais un matelas de sécurité. Je n'avais plus à vivre au jour le jour en priant pour que le réfrigérateur ne se casse pas ou que je ne tombe pas malade. Mais la chose la plus importante que j'ai faite a été quelque chose qui n'a pas coûté d'argent. J'ai commencé à vivre. J'ai connu mes voisins pour de vrai, pas seulement Valérie, qui est devenue ma meilleure amie et confidente, mais Monsieur Étienne, le pêcheur retraité qui vivait 3 maisons plus loin, Madame Refuge, qui vendait du pain doux fait maison les dimanches, Marina, une femme de 50 ans qui venait de divorcer et apprenait à vivre seule pour la première fois. Nous avons formé un groupe. Nous nous réunissions les vendredis après-midi sur ma terrasse. Ils apportèrent de la nourriture. Je mettais la maison et la vue sur la mer. Nous parlions de tout, d'enfants ingrats, de maris difficiles, de travaux qui nous ont brisé le corps, de rêves que nous n'avons jamais réalisés et certains que nous pouvions encore atteindre. Un de ces après-midi, Monsieur Étienne a amené son fils François, un homme de 60 ans, architecte retraité, veuf depuis 5 ans, grand, avec des cheveux blancs abondants et des yeux couleur noisette qui se plissaient quand il souriait. Nous avons parlé de maison, de design, de comment transformer des espaces. Il m'a offert de l'aide pour redessiner mon jardin sans rien me faire payer. « Entre voisins, on se soutient », a-t-il dit. Il est venu le samedi suivant avec des plans dessinés à la main. Il les a étendus sur ma table de cuisine et m'a expliqué chaque détail. Où planter des arbres pour donner de l'ombre? Comment construire une petite fontaine qui attirerait les oiseaux? Où mettre des bancs en bois pour lire? Nous avons travaillé ensemble pendant des semaines. Il creusait, je plantais. Il coupait du bois, je peignais.
Et entre pelle et pelle, entre rire et rire, j'ai appris quelque chose que je croyais avoir oublié. Comment apprécier la compagnie de quelqu'un sans avoir besoin de rien en retour? Nous ne sommes pas devenus petits amis, nous étions trop vieux pour ces étiquettes. Mais c'est devenu une habitude que nous dînions ensemble les mercredis. Il apportait du poisson frais qu'il achetait au port. Je faisais du riz et de la salade. Nous mangions en regardant le coucher de soleil, parlant de livres, de vieux films, de comment était le monde quand nous étions jeunes. Une nuit après le dîner, pendant que nous lavions les assiettes ensemble, il m'a dit « Madeleine, tu es la femme la plus forte que j'ai connue. » Je ne suis pas forte, j'ai juste survécu. C'est ça ce que signifie être forte, survivre quand le monde te dit de te rendre. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste continué de laver des assiettes avec un nœud dans la gorge. 8 mois ont passé depuis que Julien et sa famille sont partis. 8 mois de silence absolu, sans appel, sans message, rien, jusqu'à ce qu'un mardi après-midi, on frappe à ma porte. J'ai ouvert et il était là. Mon fils, plus mince, avec plus de cheveux blancs, avec des cernes profondes. Il venait seul, sans Chloé, sans valise, juste lui et une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Humilité. « Bonjour, maman. »« Julien. » Nous sommes restés ainsi, séparés par le seuil de la porte, par des mois de silence, par des années de blessures. « Je peux entrer ?» Je me suis écartée. Il est entré en regardant tout comme si c'était la première fois. Il a touché les murs fraîchement peints. Il a vu les photos que j'avais raccrochées. Il est resté planté devant une en particulier. Lui à 10 ans m'embrassant, tous deux souriant devant le Mont-Saint-Michel lors d'un voyage que nous avons fait avec le peu que nous avions. « J'avais oublié ça », a-t-il dit d'une voix rauque. Moi non. Il s'est tourné vers moi avec les yeux humides. Chloé et moi avons divorcé. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. C'est elle qui a demandé le divorce quand elle a appris que j'avais hypothéqué l'appartement pour te payer, quand elle a vu que nos comptes étaient vides, quand elle a compris que la vie de luxe était finie. Il a ri sans humour. Elle m'a laissé en 2 semaines. Elle est partie avec un entrepreneur qu'elle a connu sur Instagram. Quelqu'un avec plus d'argent, plus de connexions, plus d'avenir. Je suis désolée. Ne le sois pas. Je l'ai mérité. Il s'est assis dans le fauteuil sans demander la permission, se laissant tomber comme s'il portait le monde. J'ai tout perdu, maman. L'appartement, la banque l'a gardé. Le travail m'a licencié parce que je ne pouvais pas me concentrer. Les amis ont disparu quand j'ai cessé de pouvoir payer des additions chères dans des restaurants. Et tu es venu ici parce que tu as besoin de quelque chose ? Il a levé les yeux surpris. Non, je suis venu parce que j'avais besoin de te voir, te dire que tu avais raison sur tout, que j'ai construit ma vie sur des mensonges, et quand les mensonges sont tombés, il n'est rien resté. Je me suis assise en face de lui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je ne sais pas. Trouver du travail, commencer de zéro, apprendre à vivre avec moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Apprendre à vivre comme tu as vécu, avec dignité, même s'il n'y a pas d'argent. Ces mots m'ont touché plus profondément que n'importe quelle excuse. Maman, sa voix s'est brisée. Je ne suis pas venue te demander de me pardonner une autre fois. Je suis venue te demander si un jour, quand j'aurai démontré que j'ai changé, quand j'aurai reconstruit ma vie avec honnêteté, si nous pourrions essayer d'être mère et fils une autre fois. Les larmes que j'avais contenues pendant des mois sont finalement sorties. Nous n'avons pas à attendre un jour, Julien, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vais plus être la mère qui se sacrifie jusqu'à disparaître. Je ne vais plus permettre que personne, pas même toi, me traite comme moins que ce que je vaux. Je ne veux pas ça. Je veux connaître la mère qui s'est mise debout, la mère qui s'est battue, cette femme forte que j'ai aidée à enterrer avec mes égoïsmes. Nous nous sommes embrassés là, au milieu de mon salon, pleurant comme nous n'avions jamais pleuré. Ce n'était pas une étreinte qui effaçait tout, c'était une étreinte qui reconnaissait le dommage, acceptait les cicatrices, mais choisissait d'essayer de guérir quand même. Cette nuit-là, Julien a dîné avec moi. Haricots frits, riz, tortillas chaudes, la nourriture de notre pauvreté, qui maintenant avait un goût différent, avait un goût de vrai foyer. « Tu sais ce qui me manquait ?» a-t-il dit en s'essuyant la bouche. « Ça, ta nourriture simple. Pendant des années, j'ai mangé dans des restaurants chers et rien n'avait de goût comme ça. Parce que ça, ai-je dit, c'est fait avec amour, pas avec obligation, pas avec ressentiment, avec amour libre. »
Il est resté dormir cette nuit-là dans le débarras, ironiquement. C'est juste, a-t-il dit quand je lui ai offert une des chambres, que je ressente ce que tu as ressenti. Je n'ai pas discuté. Le lendemain matin, nous avons déjeuné ensemble en regardant le lever du soleil. Je lui ai présenté François qui est passé m'apporter des oranges de son arbre. Ils ont parlé d'architecture, de construction, de projets. Quand François est parti, Julien m'a regardé avec curiosité. C'est mon ami, peut-être quelque chose de plus, je ne sais pas encore. Et ça n'importe pas. Ce qui importe, c'est qu'il me fait me sentir en paix. Je suis content, maman, vraiment. Julien est resté 3 jours. Il a aidé à réparer un morceau de clôture qui était cassé. Il a peint la clôture du jardin, taillé. Il a travaillé avec les mains, quelque chose qu'il ne faisait pas depuis qu'il était jeune. Le jour où il est parti, embrassé à la porte, il m'a dit « Je vais trouver du travail à Paris, quelque chose d'honnête, même si c'est en commençant d'en bas. Et quand j'aurai de quoi payer mon propre loyer, quand je pourrai me soutenir sans l'aide de personne, je viendrai te rendre visite une autre fois. Mais cette fois, comme un fils dont tu puisses être fier. J'ai toujours été fier de toi, ai-je dit. Mais tu avais raison. J'étais fier du fils que je croyais avoir élevé. Maintenant, je veux connaître l'homme que tu es réellement. Il est parti. Et cette fois, son départ n'a pas fait mal parce que ce n'était pas un abandon, c'était une croissance. Les mois suivants ont été les plus paisibles de ma vie. François et moi, nous sommes devenus plus proches. Nous ne parlions pas de mariage, d'engagement formel. Nous profitions simplement de la compagnie. Promenade sur la plage, dîner tranquille, conversation profonde sur la vie, la mort, le sens de tout. Julien appelait chaque semaine. Il me racontait son nouveau travail comme superviseur dans une entreprise de construction. Il ne gagnait pas beaucoup, mais c'était honnête. Il vivait dans un petit appartement qu'il partageait avec un colocataire. Il cuisinait sa propre nourriture, lavait son linge. « J'apprends à vivre, maman », m'a-t-il dit une fois. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment en train de vivre. 1 an après le jour où j'ai récupéré ma maison, j'ai organisé une petite réunion. J'ai invité mon groupe de voisins, Valérie, qui avait été mon salut, Monsieur Étienne et François, Marina, qui maintenant travaillait en vendant de l'artisanat sur la promenade. J'ai préparé de la nourriture pour tous, beaucoup de nourriture, quiches, salades, tartes aux fruits. La maison était pleine de voix, rires, histoires. Au milieu de la célébration, Valérie s'est levée et a levé son verre de vin. Je veux porter un toast à Madeleine, qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, que la dignité n'a pas de prix, et que les femmes que le monde essaie d'enterrer trouvent toujours un moyen de fleurir. Tous ont trinqué, et moi, les larmes aux yeux, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ma valeur n'a jamais été dans ce que je pouvais donner, dans combien je pouvais sacrifier, dans à quel point je pouvais me faire invisible pour que d'autres brillent. Ma valeur était dans le simple fait d'exister, d'occuper de l'espace, de respirer cet air salé, de me réveiller chaque matin avec le soleil peignant ma chambre de doré. Cette nuit-là, quand tout le monde est parti et que la maison est redevenue silencieuse, je suis sortie sur la terrasse avec une tasse de chocolat chaud, le même chocolat que Pierre me préparait les dimanches quand nous étions jeunes et pauvres et heureux. Et là, parmi mes affaires, dans une vieille boîte que je n'avais pas révisée depuis des années, j'ai trouvé une lettre de Pierre qu'il a écrite peu avant de mourir et dont je n'avais jamais su l'existence. Elle était scellée, jaunie par le temps, avec mon nom écrit dans son écriture tordue. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. « Madeleine, ma guerrière, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie avant toi. Et bien qu'il me fasse mal de penser à te laisser seule, je sais aussi que tu es la femme la plus forte que j'ai connue. Ne laisse pas le monde t'éteindre. Ne laisse personne, pas même notre fils, te faire croire que tu ne vaux pas, parce que tu vaux tout mon amour. Tu vaux chaque lever de soleil, chaque étoile, chaque vague de la mer que tu as tant rêvé de connaître. Et si un jour tu te sens perdu, rappelle-toi ceci. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ne permets pas qu'on te prenne. Ta dignité, ta voix, ton droit d'occuper de l'espace dans ce monde. Sois heureuse, Madeleine. Pas quand tout sera parfait. Sois heureuse maintenant, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Je t'aimerai toujours, Pierre. J'ai pleuré là sous les étoiles,
avec la lettre serrée contre ma poitrine. J'ai pleuré pour le temps perdu, pour les batailles menées, pour l'amour qui ne s'oublie jamais, même si la personne s'en va. Mais j'ai aussi souri parce que finalement, j'ai compris le message. Peu importait combien j'avais souffert, peu importait combien on m'avait volé, peu importait combien de fois je suis tombée, ce qui importait c'était ceci. J'étais toujours là debout, dans ma maison, avec ma mère, avec ma vie reconstruite pièce par pièce. Et ça, c'était la chose la plus précieuse que personne ne pourrait jamais m'enlever. Si cette histoire a touché quelque chose dans ton cœur, si elle t'a fait penser à tes propres batailles, à ta propre dignité, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Raconte-moi d'où tu nous regardes, quelle partie de cette histoire a résonné le plus avec toi. Et rappelle-toi, il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui est à toi. Il n'est jamais trop tard pour te mettre debout. Il n'est jamais trop tard pour rappeler au monde que toi aussi tu mérites le respect. Donne un like si tu crois que les mères ont aussi le droit d'être heureuses. Abonne-toi pour plus d'histoires de femmes qui ont refusé de se taire, parce qu'ici, les Madeleines du monde ont une voix. Et comme l'a dit l'amour de ma vie dans cette lettre que j'ai trouvée 20 ans plus tard, la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ne permets pas qu'on te prenne. Jusqu'à la prochaine histoire, qu'elle soit avec dignité, avec force et avec la mère toujours de ton côté.